est-ce que la question du son comme étant la cause d'une conscience auditive, est-ce que ça a été réglé ou pas? Est-ce que vous avez discuté par rapport à ça ou réfléchi ou... Parce que le son, c'est quoi la définition du son d'ailleurs? C'est dans le chat, on peut regarder si vous voulez. Exactement. Très bien. On n'a pas entendu. Ouais. Hello, hello. Et salut. Hello. Alors, on n'a pas entendu ce que tu as dit. Nadia, vas-y. C'est ce qui est perceptible par la conscience auditive. Voilà, exactement. Ce qui est perceptible par la conscience auditive. Salut. Bonjour. Et donc, je vais vous faire le partage écran, vous allez voir, c'est assez simple. Vous voyez tous? Oui. Ok, génial. Très bien. Donc, le son, en fait, le son ou le son source sont équivalents. C'est ce qu'on trouve ici dans le Big Debate, le grand traduit par Perdue. Il dit que son et son source sont équivalents. Et donc, en fait, c'est une sous-partie des formes. Forme, ça veut dire matière chez les Sutrantika. On va essayer de voir aussi cette petite présentation sur les écoles aujourd'hui, c'est important, pour voir un petit peu le contexte par rapport auquel on parle. Et donc, on va voir que justement, chez les Sutrantika, forme égale matière. Si c'est de la forme, c'est équivalent avec de la matière. Donc, la définition d'une forme, c'est facile. Ce qui est approprié pour être une forme, c'est pas très compliqué. Zursuronwa, exactement. Zursuronwa, c'est pas très compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'il ne faut pas trop réfléchir par rapport à une définition d'un truc qui est facilement perceptible. Il faut le percevoir, tout simplement. Donc, ils ne se prennent pas trop le chou à définir la forme. Et ensuite, vous avez les sous-parties. Vous avez les formes sources, qui sont les formes visuelles, son source, odeur source, saveur source, tangible source. Et parmi les tangibles sources, on a les éléments, et on a ceux qui sont issus des éléments, etc. Vous avez la conscience. Vous avez aussi... Ok, super. Vous avez la conscience, le facteur composé non associé, et vous avez la personne. Donc là, il y a plusieurs définitions. Parfois, on est obligé de choisir. Par exemple, la dernière fois, on avait dit c'est un jeu imputé en dépendance de toute ou partie des 5 agrégats, c'est ce qu'avait dit Gangatsen. Mais on peut dire aussi un être imputé en dépendance de toute ou partie des 5 agrégats. C'est similaire. En fait, on est obligé de choisir l'une ou l'autre des définitions, mais ça se rejoint. En fait, le sens est le même. Ok. Et donc, on a dit le son ou le son source, c'est comme vous voulez. Le son, la définition du son, c'est nyanja, entendu par une conscience auditive, ou simplement entendu, un objet entendu. Et un son source, c'est un objet entendu ou ce qui est entendu par une conscience auditive. Et on a dit, le son est une cause de la conscience auditive. Tu vois pas très bien. Ah, si, ouais. Je suis en train de faire venir le passé, le présent, en même temps. Très bien. Et donc, on a dit, chez les Sutrantika, c'est comme ça. Chez les Sutrantika, il y a justement ces formes qui sont l'une des causes, l'une des conditions d'une conscience qui va appréhender cela. On dit qu'il y avait 3 conditions, justement, l'objet en question est l'une des conditions qui va engendrer cette conscience. Donc, si c'est l'une des conditions, l'une des causes, ça doit préexister à la conscience auditive qui va l'entendre. Et si ça préexiste, ça veut dire que c'est un son avant même d'être un objet entendu par une conscience auditive. Et ça pose question. Ouais. Ça pose question. Donc, je ne vais pas vous donner la réponse aujourd'hui, comme ça vous essaierez d'en rediscuter. On va essayer de voir aujourd'hui une petite présentation des écoles philosophiques, puisque justement, ça nous permet de bien comprendre de quoi est-ce qu'on parle dans le contexte du Sutrantika. Et ensuite, je vous ai préparé des diapos par rapport au débat. On va essayer de débattre ensemble. C'est dans le Drive. Ok. Très bien. Donc, est-ce que vous avez déjà un peu regardé les réponses possibles d'un débattant? Vous avez déjà regardé un petit peu révisé ce qu'on a fait par rapport à la dernière fois, si on a une conséquence en 2 parties, une conséquence en 3 parties? Ouais, très bien. C'est génial. Si vous avez révisé un peu, ça devrait être plus facile, mais on va revoir justement des diapos aujourd'hui qui vont nous permettre de bien comprendre tout ça. Alors, les écoles. Les écoles, ok. Très bien.
Donc on va voir tout ça ensemble si vous voulez, mais ça ne va pas être très détaillé, hein. On va simplement voir des choses importantes. Vous voyez tous le partage d'écran? Ah, Alors ça charge, voilà. hop, Ouais. hop, ça charge. Ok. Ok. Donc c'est simplement pour que vous voyez ici, on s'appuie sur le Sotrantika qui suit le raisonnement. Et donc on a deux écoles du véhicule de libération individuelle que antérieurement on appelait Hinayana, le petit véhicule qu'on peut appeler Pratimokshayana, le véhicule de libération individuelle. C'est ce que dit Keshenamdak, c'est ce que dit aussi Vénérable Lama Dakpo Rinpoche. Donc il y a plusieurs enseignants qui actuellement parlent de véhicule de libération individuelle. C'est moins péjoratif que dire petit véhicule. Petit véhicule, ça fait un peu petit. Et donc sa sainteté parle de tradition pali. Et donc vous avez deux écoles de la tradition pali, Vaibhashika, Sotrantika. Donc ça, c'est les deux premières écoles. Ensuite, vous avez le grand véhicule, le Mahayana, ou le véhicule universel, ou tradition sanskrite, avec le Chittamatra et le Madhyamaka. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est le Sotrantika, l'une des sous-écoles du Sotrantika. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? C'est que les deux premières écoles, Vaibhashika et Sotrantika, sont fondées sur le premier cycle de l'enseignement du Bouddha. Il a donné 3 tours de roue. Ouais. Le premier cycle, c'est sur les 4 nobles vérités, les 16 aspects des 4 nobles vérités. C'est surtout là-dessus qu'il a parlé. Et les écoles de la tradition sanskrite sont fondées sur les 2 autres cycles de la parole du Bouddha. Le cycle sur la perfection de sagesse, le cycle sur la parfaite discrimination, etc. Et donc, pour les écoles Vaibhashika et Sotrantika, seul le premier cycle est la parole du Bouddha. Il ne parle pas de vouloir... ils vont pas dire que les perfections de sagesse et les sutras sur la nature de Bouddha sont la parole du Bouddha. C'est ça ils vont réfuter ça. Et donc, ils s'appuient fondamentalement sur les 4 nobles vérités, comme on l'a dit, alors que la tradition sanskrite s'appuie aussi sur les 2 autres tours de roue. Perfection de sagesse, excellente discrimination. Donc, c'est juste pour vous montrer un petit peu tout ça. Ok. Et donc, ces 2 écoles du véhicule fondamental n'acceptent que le non-soi de la personne. C'est ce qu'on avait dit précédemment. On avait dit que ça existe ou non, c'est un non-soi. Mais pas n'importe quel type de non-soi, un non-soi personnel. L'absence d'existence autosuffisante et substantielle de la personne. C'est de ça qu'il s'agit. Ils n'acceptent pas le non-soi des phénomènes. Ils vont dire qu'une table est un non-soi de la personne. Pourquoi? Qui a une idée? Je sais qu'il y en a qui le savent. Parce que c'est ma table. Parce qu'elle n'est pas objet de la d'usage. table. Ouais. C'est ma mienne. Elle n'est pas l'objet d'usage d'une personne substantiellement existante et autosuffisante. Exactement, tout à fait. Comme il n'y a pas de moi autosuffisant et substantiel, il n'y a pas un moi qui serait le possesseur des agrégats, séparé des agrégats, ou substantiel dans le sens où on pourrait l'appréhender sans les agrégats. Il n'y a pas un tel type de moi, il n'y a pas ce qui est à moi. Ouais. Donc, vu qu'il n'y a pas de moi autosuffisant et substantiel, il n'y a pas d'objet d'usage d'un moi autosuffisant et substantiel. Donc, c'est pour ça que la table est un non-soi personnel. Ouais. Mais Génial. Génial. Très bien, donc ce n'est pas un non-soi phénoménal, alors que pour les traditions sanskrites, une table, ça dépend du niveau de subtilité du soi et du non-soi, mais la plupart du temps, une table, c'est un non-soi phénoménal pour les écoles sanskrites, les écoles mahayanistes, pardon. Très bien. Donc, au niveau des 2 premières écoles, il reste au niveau du sujet percevant. Oui, exactement. Et on va dire que c'est surtout la personne qui compte. Ils vont dire que saisir un soi de la personne, c'est ce qui empêche le nirvana. Et on va dire que presque toutes les écoles sont d'accord là-dessus. Ils vont dire que saisir une personne autosuffisante et substantielle, c'est la vue du destructible, c'est la vue égotique qui engendre les autres liens de production dépendante, les formations, la conscience, le nom et la forme, etc. Et donc ils vont dire que ces 2 écoles-là, Vaibhashika et Sotrantika, on pourrait dire même Chittamatra et Madhyamaka, on pourrait les inclure là-dedans. On pourrait dire qu'il n'y a que le Prasangika qui va mettre un point spécifique par rapport à ça. Toutes ces autres écoles vont dire que si on saisit un soi de la personne comme étant autosuffisant et substantiel, si on conçoit cette personne-là de manière innée, à ce moment-là, c'est un voile afflictif. C'est ce qui empêche le nirvana, c'est ce qui empêche la libération. Donc c'est à peu près ce qu'ils vont dire. Ok,
Donc les Vaibhashika, donc ça, les Vaibhashika, c'est pas vraiment notre propos pour l'instant. Il y avait 4 écoles majeures, Sarvastivada, Samkhya, Mahasangika, Staviravada. Le Staviravada a donné ensuite le Theravada, mais les Theravada actuels ne se réclament pas du Vaibhashika. Ils connaissent même pas le terme Vaibhashika. Donc il y a des choses qui peuvent être discutées de ce point de vue-là. Et les Sautrantika, c'est ça qui va nous intéresser ici, puisque Dura, les compendiums de thèmes sont sur la base du Sautrantika. Et l'une des 2 subdivisions, celle qui suit la logique, celle qui suit les écritures a des vues assez similaires au Vaibhashika, et les Sautrantika qui suivent le raisonnement ou qui suivent la logique ont vraiment des vues vraiment très spécifiques. Et justement, c'est les vues qu'on essaie d'évoquer ensemble, par rapport aux permanents et aux impermanents. Ouais? Ok. Très bien. Donc ça, c'était pour planter le décor. Maintenant, on va essayer de débattre. C'est quoi la définition d'un existant? Perçu par un phénomène perçu par une condition valide. Ouais, on va dire ça. Ou observé par une condition valide. Très bien. Ok. Et combien de possibilités entre existant et impermanent? 3. 3. Alors, 3 à Béziers. Qui d'autre? Ne dites pas tout d'un seul coup, donnez juste ce que vous pensez être la solution, mais comme ça, on va y aller progressivement. Donc, à Béziers, on a 3 à Lyon. Non, à Paris. À Paris. 3 en Nalanda ici aussi. Ok, 3 possibilités. Donc, si c'est 3, comment est-ce qu'on le formule? Comment est-ce que vous allez formuler l'implication si on dit 3? Si c'est l'un, c'est l'autre. Si c'est l'autre, c'est pas l'un. Ah oui, c'est pas un examen. Comment est-ce qu'on le formule? Si c'est un phénomène permanent, impermanent, c'est nécessairement un phénomène existant. Ouais. Mais si c'est un existant, ce n'est pas nécessairement un phénomène impermanent. Très bien. Donc moi, si je devais débattre de manière littérale et suivre le processus pas à pas, je dirais, il s'ensuit que ce n'est pas le cas, puisque tu ne peux pas me donner l'illustration de ce qui est les deux. Donc ça fait beaucoup de formulations. Donc on va voir comment ça fonctionne par rapport justement. Mais en fait, c'est juste une formulation très stricte en fait quand on débat. Dans toutes les écoles, on emploie cette technique, ce processus de débat, et avec un langage très spécifique. Ok. Je vais essayer de retourner le drive et on va voir ça ensemble. En fait, on pourrait, au lieu de dire il s'ensuit que ce n'est pas vrai parce que tu ne peux pas, etc., on pourrait dire simplement vas-y, balance l'illustration. On pourrait tout simplement dire ça. Et en fait, dans les faits, en réalité, quand on débat, on peut tout simplement être plus simple. On essaie de garder le processus du nombre de réponses nécessaires est suffisant pour un débat, mais on peut le faire de manière plus simple. Vous allez voir ça. Ok. On va voir tout ça ensemble. Très bien. Ok. Donc c'est la suite de ce qu'on a fait l'autre jour. Donc si vous vous souvenez qu'il y a les bases établies, ça veut dire les existants, la colonne des existants. Et au sein des existants, il y a les choses et les phénomènes équivalents avec choses, et vous avez les permanents et les équivalents avec les permanents. Ouais. Ça, c'est ce qu'on a vu dans les bases établies. Très bien. Et vous vous souvenez que quand on a une conséquence en 2 parties, on peut dire soit j'accepte, soit pourquoi. Vous vous souvenez? Oui. Parfait. Et si on a une conséquence en 3 parties, on peut dire soit j'accepte, soit la raison n'est pas établie, soit il n'y a pas d'implication, soit plus rarement l'implication est opposée. Ouais? Oui. Ok, donc en réalité, on va avoir 2 personnes qui débattent. Donc en fait, au début, en tibétain, on ne va pas nécessairement dire il s'ensuit que, on va juste dire chir, on va donner une raison en fait. On va dire par exemple Yepe tsenye shag mepe chir, on va juste dire ça en tibétain. Et donc la personne commence tout de suite à répondre la raison n'est pas établie. Ça commence toujours comme ça en fait. On énonce un truc, on dit je parie que, mais littéralement en tibétain on ne dit pas comme ça, mais on peut le traduire comme ça en français. Je parie que tu ne connais pas la définition d'existant. Et donc, forcément, sauf s'il n'a pas la définition d'existant, dans ce cas-là, il dira j'accepte, et le débat est terminé. Soit, il doit dire la raison n'est pas établie.
Mhm. À ce moment-là, l'objecteur va dire, il s'ensuit donc que tu connais la définition d'existant. Ouais. Ça veut dire qu'à chaque fois, on y va pas à pas. Mais ça peut être vraiment raccourci hein, quand on n'est pas en réalité. Donc il va dire, j'accepte forcément. Donne. Et donc, c'est quoi la définition d'existant? On l'a dit tout à l'heure. Je suis déjà en train de vous perdre, moi. Oui? Observé par une condition valide. Parfait. Observé par une condition valide. Ok. Très bien. Donc, on dira le sujet observé par une condition valide. C'est la traduction littérale. La traduction littérale d'un débat, mais en fait, on pourrait tout simplement dire, comme vous l'avez dit, perçu ou observé par une condition valide. Très bien. Et donc, lui, il va répéter, il va dire, il s'ensuit donc que le sujet observé par une condition valide est la définition d'existant. Parce que c'est ce qu'on vient de dire. Ouais. Donc, on est obligé de dire oui. Si on dit non, il y a quelque chose qui cloche. Très bien. J'accepte. Là, quand c'est en bleu, ça veut dire qu'on est dans les raisons racines. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir des sous-débats au sein d'un débat. Le débat peut durer des heures, en fait. C'est comme un jeu d'échecs. Et ça pourrait durer longtemps. Parce qu'il y a des sous-parties, etc. Il y a des branches qui peuvent être examinées en cours de route. Pas nécessairement, mais ça peut être le cas. Donc là, quand c'est en bleu, ça veut dire que c'est notre raison racine, c'est notre raisonnement racine. Donc il dit, il s'ensuit que ce n'est pas le cas puisque tu ne connais pas la différence entre existant et définition. Là, ça commence à être un petit peu plus croustillant. Et donc, là, est-ce que c'est une conséquence en deux parties ou en trois parties? C'est ce qu'il faut examiner en tout début. Là, c'est en trois parties. C'est en trois parties, parce qu'il donne une raison, parce que, ouais. S'il donne une raison, c'est nécessairement en trois parties. Ouais. Donc ça, c'est le premier boulot du défenseur, assis par terre, c'est d'examiner est-ce que c'est en deux parties ou en trois parties, pour savoir quoi répondre. Très bien. Et donc là, il est censé dire quoi? Qu'est-ce qu'il est censé répondre? S'il a étudié, existant, définition, tout ça? La raison n'est pas établie. Excellent. La raison n'est pas établie. Donc, il part à l'attaque, et il s'ensuit donc que tu connais la différence entre existant et définition. On est censé dire oui. On se met de son côté, on essaie de le soutenir, on essaie de se mettre de son côté. On est obligé d'accepter, mais c'est dangereux. Parce qu'après, il va nous demander donne. Et qu'est-ce que vous allez répondre alors? Combien de possibilités entre définition et existant? Ah, ça alors. Ben, il y en a. J'accepte. Trois possibilités. J'accepte. Alors, j'accepte tout ce que tu veux. Là, il va dire ça. En fait, non, c'est pas tout à fait terminé. Mais en fait, là, ce qu'on est censé répondre, s'il nous dit, OK, donne combien, quelle est la différence entre existant et définition, la réponse qu'on est censé donner, c'est de choisir entre équivalent, contradictoire, trois possibilités ou quatre possibilités. Oui, c'est trois possibilités. Alors, trois. Vous choisir. Trois. Alors, on a plusieurs trois. Qui dit 4? 5? Je ne peux pas répondre tant que je n'ai pas compris dans ma tête. Hein? Marie, qu'est-ce que tu dis? Je dis que je ne peux pas répondre tant que je n'ai pas encore bien compris. Autrement, c'est sortir ça comme ça, 3 ou 4. Très bien. Donc, il faut bien comprendre qu'il n'y a que 4 relations logiques. Si deux phénomènes sont reliés, bien sûr, il y a parfois des phénomènes qui ne sont tout simplement pas reliés, donc on ne peut pas les comparer. Moi, je dirais que et si on peut comparer deux phénomènes, s'ils sont reliés, c'est soit par l'équivalence, soit la contradiction. Non, je crois qu'on peut on peut dire que n'importe quel phénomène peut être comparé comme ça. Donc c'est un existant, oui. Ok. Donc c'est équivalence, contradiction, 3 possibilités ou 4 possibilités. Est-ce que tu te souviens de ce qu'on avait vu précédemment, Marie, quand on avait vu oui, 3 possibilités, 4 possibilités, tout ça? Ouais, génial. Très bien. Oui, exact. Ok. Et donc là, il faut essayer de voir qu'on est en train de voir existant et définition. Ça veut dire que vous avez les bases établies égale existant. Voilà. Une base établie, un existant, un objet, un phénomène, tout ça, c'est équivalent. Ouais.
et vous avez les définitions d'existant. Ah, c'est définition d'objets, etc. c'est ça. Et vous avez aussi les définitions de choses, permanents, etc., etc. Vous avez la définition de feu, de l'air, d'une personne, etc., etc. Donc, vous avez plein de définitions. Et donc, si on devait comparer existant et définition, donc là, on a eu 3 comme réponse. C'est intéressant. 3, on va essayer de voir. Donc, lui, le défenseur, il dit 3 aussi. Tu vois des gens qui soupirent. 3 aussi. Donc, est-ce que vous êtes sur la bonne voie? C'est ce qu'on va voir. Donc, ça veut dire ça. Ça veut dire 3, ça veut dire qu'il y a un cercle qui est inclus dans un autre cercle. Ouais. Un élément qui est inclus dans un autre. Donc là on n'a pas dit grand-chose. On a juste dit, OK, la relation entre ces deux phénomènes, c'est 3 possibilités. Mais on n'a pas dit qui va dans quoi. Donc, l'objecteur va poser la question. Il dit, il s'ensuit qu'il n'y a pas 3 possibilités, car tu ne peux pas donner l'implication. Et donc, forcément, on va dire, la raison n'est pas établie. Donne, donc il pourrait dire, en fait, là, j'ai raccourci, mais il va dire, il s'ensuit donc que tu peux donner, etc., etc. Mais on va raccourcir. J'accepte. Exactement, j'accède, et donc donne. Exactement. Donc, lui, il va dire, si c'est une définition, c'est nécessairement un existant. Mais si c'est un existant, ce n'est pas nécessairement une définition. Donc, non seulement il donne comment dire, la configuration, mais en plus il remplit la configuration, il donne les noms. OK. Et donc là, il va vérifier l'objecteur, il va vérifier tout ça, il va dire, OK, donne une illustration de ce qui est les deux. La définition donc c'est ça qu'il fait. Il essaye de dire, OK, on va pointer du doigt ce qui est à la fois une définition et un existant. Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme illustration de ce qui est les deux? Un phénomène impermanent. Alors, est-ce qu'un phénomène impermanent est une définition? Non. La définition, c'est le phénomène qui change d'instant en instant. Voilà, momentané. Momentané. La définition de n'importe quel existant. Exactement, tout à fait. Et donc, il faut donner une illustration. Et donc, la définition de n'importe quel existant, exactement. Vous pouvez donner la définition d'une personne, Allô? Ouais. Il y a un écho. Il y a un écho dans un micro. Quoi? Qu'est-ce que tu disais? Je suis ton père. Alors, oui, ça pourrait être ça. Alors, ce ne sera pas une définition, mais... Non, pour la définition. Voilà. Mais ce Si sera vous pas donnez... la définition des cornes du lièvre. Alors, on y viendra. On y viendra. Peut-être Ah. La définition, la raison n'est pas établie. Quelqu'un de malin. On va faire ça par la suite. Très bien. Oui, quelqu'un disait quelque chose sur Skype. La raison n'est pas établie. Attends. En disant des cornets de lapin pour le moment. Ah. Ouais, en parlant des cornets de lapin, je dis la raison n'est pas établie. Alors, si c'est nous qui parlons à la place de celui qui est debout, on ne pourra pas dire ça. On ne pourra pas dire ça. Il n'y a seulement que celui qui est assis qui peut répondre. Voilà, exactement. Exactement, tout à fait. Très bien, vous avez compris le principe. Celui qui est debout va dire, il s'ensuit donc que la définition d'une corne de lapin est une définition, etc. Et est un existant, etc., etc. Et donc, on pourra essayer de prouver ou de réprouver ça, de confirmer ou d'infirmer. Donc là, j'ai pris un truc simple, capable d'opérer une fonction. C'est la définition de quoi? D'une vérité ultime. Chose, exactement. Chose efficiente, chose qui fonctionne, exactement. Chose. OK, le sujet, capable d'opérer une fonction. Tout le monde suit, ça va? Oui. OK, génial. Très bien, il s'ensuit que le sujet, capable d'opérer une fonction, est un existant, parce qu'il doit vérifier les deux, que c'est un existant et que c'est une définition. Ouais? Tout le monde est d'accord? J'accepte. Ouais, bravo. Oui, tu acceptes, Marie? Oui, j'accepte. Très bien. J'accepte. Donc là, l'objecteur va demander au défenseur de se justifier. Le sujet capable d'opérer une fonction est un existant parce que... Et là, vous devez donner une justification. Vous êtes connu par une Vous devez cognition. prouver votre point de vue. Parce que c'est Vous une êtes connu chose. par une cognition valide. Exactement, tu peux donner la définition d'existant. Exactement, tout à fait. Il y en a beaucoup qui le font, il y en a beaucoup.
parfois, ça peut être un peu considéré comme une raison faible. Ce n'est pas une raison fausse, c'est une raison faible, de prouver un définiendum par sa définition. Ça peut être une raison faible dans certains cas. Mais c'est permis. C'est permis. Moi, j'ai mis autre chose, j'ai mis parce que c'est un objet. Si c'est un objet, c'est nécessairement un existant, parce que c'est équivalent. Ouais. Mais en effet, on pourrait donner la raison, la définition d'existant. Pourquoi pas? Puis là, il ne peut plus creuser après, quoi. C'est la définition. Ouais. Là, tu repars sur autre chose encore. Et on pourrait dire, par exemple, on pourrait creuser plus loin. Si on avait dit observé par une cognition valide. Observé par une cognition valide. Si, par exemple, on pense à une corne de lapin, est-ce que cette corne de lapin est observée par une cognition valide? Non. Non. Non, pourquoi? Donc, il s'ensuit que ce n'est pas observé par une cognition valide parce que... Est-ce que c'est un inexistant? Parce que c'est un inexistant, mais pourtant on y pense. Oui, et on a une condition valide. Et on a une condition valide. Oui. Donc on pourrait creuser là-dessus. On pourrait creuser là-dessus. Très bien. On y reviendra. On y reviendra. Quand on a fini. Est-ce que c'est toujours une condition valide? C'est difficile. Ouais. Donc en effet, là, l'objecteur va essayer de confirmer ce que dit le défenseur. Il s'ensuit que si c'est un objet, c'est nécessairement un existant. Donc si on avait pris en effet la réponse de Benjamin, il s'ensuit que si c'est observé par une condition valide, c'est nécessairement un existant. Ça revient en même. J'accepte. Ouais, excellent. Il s'ensuit que le sujet capable d'opérer une fonction est une définition, parce on a prouvé que c'était un existant. Maintenant, il faut qu'on prouve que c'est une définition, ouais, parce que c'est l'illustration de ce qui est les deux. Ouais. Ok. Et en effet, on est obligé d'accepter, sinon on se contredit et là c'est fini. Le sujet capable d'opérer une fonction est une définition parce que... Ah, alors là, est-ce que vous avez la définition de définition? C'est ce qu'il a un définiendum. Ah, Définiendum, Jérôme est très proche. Définiendum existant. Parce que, oui, en effet, c'est très proche ce que vous dites. Tout à fait. Très bien. La définition. C'est l'art de la rupture. C'est un existant substantiel. La définition d'une définition, c'est un existant substantiel triplement qualifié. Tailleux. C'est quoi? C'est Zeye Chue Sun Sanwa en tibétain. Zeye Chue Sun Sanwa. Ça, vous ne l'avez pas encore appris, mais justement, les débats nous permettent d'apprendre des définitions aussi. Alors pourquoi triplement qualifié? Alors, triplement qualifié, pourquoi? Parce qu'en général, ça doit être une définition. Elle est établie sur la base de ces illustrations et elle ne définit que ce définiendum et aucun autre. Ce sont les trois qualifications. Et ça, on l'apprend par la suite. Là, c'est juste une présentation très, très brève. Un existant substantiel triplement qualifié. Donc, c'est la définition de définition. Donc, mais c'est simplement pour que vous puissiez... Vous nous redonnez la raison des triplement qualifiés? Alors, triplement qualifié. En général, c'est communément reconnu comme étant une définition. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit quand même... Conventionnellement Alors, conventionnellement, on ne va pas l'accepter dans ce contexte-là. C'est plutôt chez les Madhyamika qu'on va parler de convention. Mais ici, on va dire que c'est communément reconnu. Au moins dans cette pièce. Au moins entre les deux débattants. Voilà. Il faut qu'entre les deux antagonistes, on soit d'accord sur cette définition. Donc ça, c'est le premier cas. Donc il faut que ce soit communément reconnu comme étant une définition. Ensuite, il faut qu'elle soit établie sur la base de ces illustrations. Ça veut dire que cette définition, c'est quoi? Observé par une condition valide. Et bien voilà, ça c'est observé par une condition valide, ça c'est observé par une condition valide. Donc c'est les illustrations d'existants. Des exemples, quoi. Exactement, tout à fait. Et la définition, c'était quoi? C'était capable d'opérer une fonction. Donc c'est pareil, ça c'est capable d'opérer une fonction, ça c'est capable d'opérer une fonction. Ça joue toujours. C'est des illustrations. Ah oui, et troisièmement, ça ne définit que cet existant. Exactement, que ce définiendum et rien d'autre. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous ai donné la liste de certaines définitions, j'étais obligé de choisir, parce que si je vous donne deux définitions, à ce moment-là, ça contredit ce troisième prérequis. Parce qu'on se dirait, bah oui, mais non, regardez, si on dit la définition d'une personne, c'est un jeu imputé en dépendance de toute partie des agrégats, ou alors c'est un être désigné en dépendance de toute partie des agrégats, on a deux définitions différentes. Et donc, ça ne correspond plus au troisième prérequis.
Ouais. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de choisir et de se mettre d'accord sur une définition. Ou de la remettre en question et d'en choisir une autre. Pourquoi pas? Ouais. Ça va jusqu'à maintenant? Ouais. Ça va. Génial, waouh, c'est super. Très bien. Donc là, on est toujours dans la raison racine. On est toujours dans la raison racine. Et là, maintenant, il faut donner une illustration de ce qui est existant, mais pas une définition. Ouais. Donc, c'est ici la croix, ici, qui est dans existant et pas dans définition. Parce qu'on a prouvé déjà ce qu'est les deux. Le sujet, définiendum. Ah bah oui. Définiendum, Oui. ça va, définiendum, ça vous convient? Ah bah oui. Il peut très bien dire n'importe quoi, hein, pourquoi pas, hein, il peut très bien ne pas être bien réveillé Non, ça va, et dire un truc qui ne conviendrait pas. Donc si ça vous convient, ça va. Il s'ensuit que le sujet définiendum est un existant, vous êtes d'accord? J'accepte. C'est un existant, vous acceptez? Ouais. Ça va pour tout le monde? Parce que je ne vous vois pas réagir, alors je ne sais pas si vous suivez ou pas. Ouais, ça va? Ok. Donc il dit yes. Il pourrait dire oui, j'accepte, mais pour mettre un petit peu de fantaisie dans tout ça, le sujet définiendum est un existant parce que. Il est connu par Qu'est-ce une que vous allez dire? valide. Ah, c'est un Il est existant. connu par lui. Exactement, on pourrait dire parce qu'il est observé par une cognition Ah, valide, pourquoi pas, bien sûr, ça joue aussi. Et là, si j'ai donné la définition de définir. D'accord. La définition d'un définiendum. Donc c'est pareil, on peut dire en effet, si c'est un existant imputé triplement qualifié, c'est nécessairement un existant. Qui peut le plus, peut le moins. Ouais. Donc on va dire. Donc ça, c'est la définition d'un définiendum, un existant imputé triplement qualifié. Et les trois qualifications, ça va être très similaire. Ça veut dire qu'il est communément reconnu comme étant un définiendum, il est établi sur la base de ses illustrations, Il est défini. et il est le définiendum de cette seule définition et d'aucune autre. Ok, ça parle à tout le monde? Ouais. Ouais. Absolument. Ok, génial. Il s'ensuit que le sujet définiendum n'est pas une définition. J'accepte. D'accord. Vous acceptez? Waouh, yep. Le sujet définiendum n'est pas une définition parce que. Eh bien, Parce parce que- que c'est le troisième là. Parce que Il est Parce différent. que la définition n'est pas. Il n'est pas Parce que seulement il est différent par le nom de définition. Parce qu'il est imputé. Ou il est différent par le nom. Parce que définiendum n'est pas différent. Définiendum est un. Il est différent. Ça... Définiendum et définition. Oui. Définiendum est un phénomène différent par le nom, différent par le nom. Ok. Définition. Très bonne raison donnée par Michael. Donc, définiendum ne serait pas une définition parce qu'il serait différent par le nom de définition. Donc, ça veut dire que impermanent ne serait pas une chose parce qu'il est différent par le nom de chose. Oui. Impermanent n'est pas une chose. Et si. Ah, si, Mais il est différent par le nom Ah, pourtant. ouais. Non, c'est parce que c'est un Par existant exemple, imputé. C'est parce que c'est un objet. existant imputé, la raison. Ouais. Objet ne serait pas existant parce qu'objet est différent, ou alors observé par une cognition valide ne serait pas existant parce que observé par une cognition valide est différent par le nom d'existant. Hmm. Et- Ok. Donc en fait, en effet, ça suffit pas de dire que les deux sont différents, ne serait-ce que par le nom. Non. Parce qu'en fait, La raison n'est pas établie. ouais. Moi, je pense Définiendum, que c'est imputé. allez-y, oui. Définiendum n'est pas une définition parce que c'est imputé. Et pour les authentica, tout est imputé. On peut désigner tout. On peut désigner une définition, on peut désigner un définiendum, etc. Parce que, il est imputé sur sa définition. Définition. Il est imputé sur sa définition. L'existant est différent. Parce que leur sens d'existant est différent. Les deux sont différents Parce que en tant le- qu'existants. La raison n'est pas établie. Pardon? Dans le sens Dans leur- de la dénomination d'un existant, l'un est qualifié et l'autre est imputé. Et l'un est imputé. Oui, ok, et- voilà. Là, on approche. et l'autre est- Là, on approche. On approche un petit peu aussi, je crois que c'est Dominique qui parlait de ça aussi. Donc, on approche, en effet.
C'est-à-dire que si c'est un existant imputé, c'est nécessairement pas un existant substantiel. Voilà. Et inversement, si c'est un existant substantiel, c'est nécessairement pas un existant imputé. Les deux sont contradictoires. Les deux sont contradictoires. Les deux sont contradictoires. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chose et capable d'opérer une fonction sont une même entité. Chose est capable d'opérer une fonction. Chose est le définindum, capable d'opérer une fonction, et la définition sont une même entité. C'est un petit peu ce qu'on disait l'autre jour par rapport à la personne et les agrégats. Parce que si c'est l'un, là, c'est nécessairement pas l'autre. Alors si c'est une chose, c'est nécessairement capable d'opérer une fonction. Exactement, par contre, voilà. Exactement, tout à fait. Si c'est un phénomène, un existant imputé, c'est nécessairement pas un existant substantiel, et inversement. Par contre, si c'est cela, ce qui est l'existant imputé triplement qualifié de capable d'opérer une fonction, c'est quoi? C'est chose. Ce qui est cela, c'est nécessairement ce qui est la définition de chose, ce qui est capable d'opérer une fonction. Donc ça amène beaucoup de difficultés parce que soit on parle du truc tel qu'il est conçu conceptuellement, soit on parle du truc tel que ce à quoi renvoie notre conscience. Et donc ça... Ouais. Appréhendé par les consciences, en fait. Oui. C'est ça. En fait, il y en a un où c'est appréhendé par la conscience mentale et l'autre par les consciences visuelles, auditives. Ah, pour imputer et substantiel, on pourrait dire ça d'un certain point de vue. Si, on pourrait dire que nécessairement, quand on parle de existant substantiel triplement qualifié, ou existant imputé triplement qualifié, ces deux trucs-là sont les objets apparents des consciences conceptuelles. Ces deux trucs-là sont permanents. Oui. Mais ce qui est cela n'est pas nécessairement permanent. Oui. C'est-à-dire que ce qui est l'existant imputé triplement qualifié de ce qui est capable d'opérer une fonction, c'est quoi? C'est chose. Il n'y a que chose dans le monde qui puisse être... Ouais. Et ça, c'est quand on étudie les isolats, donc c'est très complexe et très difficile. Donc c'est pour ça que je ne vais pas trop insister pour l'instant, mais on y reviendra. On y reviendra parce que c'est passionnant, ça montre comment est-ce que notre conscience conceptuelle est capable d'être en accord avec la réalité, et ce à quoi on pense peut être impermanent. L'objet d'engagement d'une conscience conceptuelle peut être impermanent, mais l'objet apparent d'une conscience conceptuelle est nécessairement permanent. Ah ouais. Ça, c'est très intéressant. On y reviendra, ne vous inquiétez pas. Ok. Donc les deux sont contradictoires. Ça veut dire que soit c'est un définendum, soit c'est une définition. Il n'y a aucune chose au monde, dans l'univers, qui puisse être à la fois un définendum et une définition. Puisque les deux ont des définitions différentes. Donc c'est un petit peu comme la personne et ses agrégats. Il n'y a rien qui puisse être les deux. Une personne et ses agrégats. Mais la personne et ses agrégats sont une même entité. Ouais. Génial. Super. Ok. Donc, il s'ensuit que ce n'est pas le cas puisque tu ne connais pas la définition de contradictoire. Elle accepte, comme ça elle est tranquille. Et donc ça pourrait aller loin comme ça. Ça pourrait aller loin comme ça. Ça veut dire que c'est là, on a une sous-branche de cette raison racine. Il ne faut pas oublier que la raison racine, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on essaie de prouver? Oui. Oui, exactement. Parce que si on oublie ça, on se perd dans plein de sous-débats et on ne sait plus de quoi on parlait à l'origine. Donc il faut toujours garder la raison racine. C'est très important. Même si c'est toujours intéressant de creuser d'autres trucs, et on peut faire des digressions immenses, immenses. Mais là, on revient à notre sujet principal. Là, il pourrait y avoir un autre sous-débat, justement. Il s'ensuit que le sujet définition n'est pas un définendum. Vous êtes d'accord ou pas? J'accepte. Ok, là, c'est une raison en deux parties ou en trois parties? En deux. Et donc, les deux seules possibilités de réponse, c'est quoi? C'est soit. Accepte ou pourquoi? Pourquoi, exactement. Bravo, wow, c'est génial. Donc là, vous acceptez. Il s'ensuit que le sujet de définition n'est pas un définendum, c'est ce qu'on vient de dire. Ok? Donc, quoi? Oui. Vous acceptez? Ouais. Ah? Oui. J'accepte. Alors lui, il dit pourquoi. Donc vous acceptez. Il faut remettre le sujet définition n'est pas un définendum. Et c'est le définendum de définition. Jérôme dit si, en fait, définition est un définendum. Et oui, bien sûr. C'est tard de sort. Il y a entre définition et définendum. Là, il dit que définition est... Exactement. Et donc, de fait, c'est exactement ça. Bien sûr.
définition, est-ce que c'est une définition ou est-ce que c'est un définiendum? C'est un définiendum, puisque définition a une définition. Oui, c'est ça. Existant, substantiel, triplement qualifié. Waouh, génial. C'est pourquoi lui, il dit pourquoi? Parce que lui, il dit la définition n'est pas un définiendum. Et lui, il dit pourquoi? La définition est un définiendum. Oui, oui, oui. Et lui, il va dire parce que le sujet définiendum n'est pas une définition. Vous êtes Alors là, d'accord? on va dire tac, malou. Ah, excellent. Alors là, on dirait Maca. macap. On dirait Pas de pervasion. pas de pervasion, pas D'implication. d'implication, exactement. Parce que ça, c'est vrai. Définiendum n'est pas une définition, vous êtes d'accord? Définiendum est un définiendum. Et définiendum s'exemplifie lui-même. C'est ça qu'on va dire. Définiendum s'exemplifie lui-même. Comme existant s'exemplifie lui-même. Existant est un existant. Ouais, définiendum est un définiendum. Mais définition n'est pas. Pardon. Oui, définition n'est pas une définition. Définition ne s'exemplifie pas elle-même. Donc en effet, pas d'implication, macap. Exactement, tout à fait. Formule l'implication. Donc là, il nous demande de formuler. Ce n'est pas parce que définiendum n'est pas une définition que définition ne doit pas être un définiendum. D'accord? Oui. Oui. Chiadé? Il y a les filles qui se touchent là. Alors, c'est la formulation qui est un peu bizarre. Mais si on les lit l'une après l'autre, ce n'est pas parce que définiendum n'est pas une définition, donc définiendum est un définiendum, que définition ne serait pas un définiendum. Oui, oui. Définition est un définiendum. Même si définiendum n'est pas une définition, ça ne prouve pas que définition ne puisse pas être un définiendum. C'est un définiendum. Ouais. Vous avez bien fait de venir? Oui. Oui. Oui, non, mais c'est très bien. Ouais. Excellent. Donc maintenant, Tu fournis les orales? pardon, oui, on fournit les aspirines, ouais. Super. Donc là, c'est en bleu, pourquoi? Parce qu'on vient de passer un débat annexe, on revient à la raison racine. D'accord. Donne une illustration de ce qui n'est ni existant ni une définition, parce que là, il pourrait dire, il s'ensuit qu'il n'y a pas trois possibilités entre existant et définition, parce que tu ne peux pas donner l'illustration de ce qui n'est aucun des deux. On va dire, la raison n'est pas établie, donc il s'ensuit que tu peux donner l'illustration de ce qui est les deux. En fait, moi, j'ai fait un résumé. Donne Là, juste... il essaie de partir sur autre chose. Là. Alors en fait, là, on était dans un raison sous-débat qui est par rapport à ici. Là, on était dans un sous-débat. Ce qui est en orange ici, c'est un sous-débat. D'accord. On pourrait dire, c'est un truc pour essayer de vérifier jusqu'à quel point le défenseur a bien compris la distinction entre définition et définiendum, etc. Après la dernière réplique du défenseur, Voilà, on pourrait continuer. l'autre, il bifurque sur un autre sujet. Exactement, ça veut dire que, en fait, s'il bifurque ailleurs, c'est qu'il est d'accord. Ouais. Il n'a pas réussi à le mettre en Oh. défaut. Exactement. Ça- Il n'a pas réussi à le mettre en défaut. Et en effet, c'est... Il on peut- recherche un autre, Exactement. Et en fait, là, il revient à la raison racine, parce que ça, c'était ce qui était initialement le sujet du débat. Et donc, il va demander, pour prouver qu'il y a trois possibilités, on a prouvé ce qui est les deux, ce qui est l'un et pas l'autre, maintenant il nous manque ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Ouais. Très bien. Donc la croix, elle est un peu en dehors, on ne la voit pas très bien, mais elle est à l'extérieur. Hein? Ah, alors, Abiel a la corne de lapin. Ouais. D'accord. Alors, waouh, excellent, les grands esprits se rencontrent. Le sujet, une corne de lapin. Il s'ensuit donc que le sujet, une corne de lapin, n'est pas une définition. Deux, j'accepte. J'ai accepté, exact. Il s'ensuit donc que le sujet, une corne de lapin, n'est pas un existant, parce que c'est ni l'un ni l'autre. Ouais. Accepte. Sujet, une corne de lapin n'est pas un existant parce que Il n'est pas connu par une condition valide. n'est pas connu par une condition valide. Oui, qui veut donner d'autres raisons? Parce que n'est pas observé par une condition valide. Waouh! Observer, oui. Ce n'est pas observé par une Une condition connexion valide. valide. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ouais. Waouh! Là, c'est intéressant. Il s'ensuit que le sujet non observé par une condition valide est la définition de non-existant. Ah, Ex- Oh. bah oui, puisque la définition d'existence est observée par une condition valide, oui, j'accepte. Alors, Dominique accepte. Qui d'autre? Ah non, Michael, moi, accepte. c'est Maca. Moi, je dirais pourquoi. Alors là, on peut dire simplement, qu'est-ce qu'on peut répondre?
Est-ce que c'est une conséquence en deux ou en trois parties? Ça peut être une conscience directe. Alors, attends, on va y revenir, ouais. Est-ce que c'est une conséquence en deux parties? Deux, oui, deux. Ou en trois parties? J'accepte pourquoi. Est-ce que l'objecteur donne une raison? Non. Non. Donc, c'est en deux parties. Moi, je dirais pourquoi. Et donc, c'est soit j'accepte, soit pourquoi, exactement. Donc, Nadia aussi. Et Christine, tu disais quelque chose? Oui, non, vas-y, continue, c'est bon. Vas-y, Cécile, vas-y. Je disais, ça peut être perçu par une conscience directe. Une corne de lapin? Non. Ah oui, non, pardon, oui, pas du tout. Alors, non observé par une condition valide et la définition de non-existant. Donc, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Qui dit oui? Moi, je dis oui. Jérôme dit oui, Michael aussi. Ah. Et j'accepte. J'accepte. Alors, il y a j'accepte et il y a pourquoi. Et là, lui, il va dire... En fait, pourquoi? Ok. Donc, quelle est la définition de définition? Quelle est la définition de définition? Existence substantielle triplement qualifiée. Est-ce qu'un existant substantiel triplement qualifié est nécessairement un existant? Ben oui. Exactement. Est-ce qu'un non-existant est un existant? Non. Non. Alors, comment est-ce qu'un non-existant... Mais un non-existant ne peut pas être un existant. D'accord. C'est contradictoire. Un existant. Exactement. Alors, alors, c'est intéressant, c'est là où on pourrait avoir ce débat. Est-ce que non-existant et existant sont contradictoires? Oui. Non? Mais oui. Obligatoirement. J'accepte. Je vais faire comme Geshe Dampul. Don't cross my face. Alors, ne vous fiez pas à mon visage. Alors, on ne peut pas exister et non exister en même temps. Et non-existants ne sont pas contradictoires. Ils sont contradictoires. J'accepte, ils sont contradictoires. Ceux qui sont contradictoires. Ceux qui sont contradictoires, ça veut dire qu'ils sont différents. Ils sont différents. Non-existants et existants sont différents. Et il n'y a pas de base commune entre les deux. Oui. Ils sont différents. La définition de différent, c'est quoi? Pour être différent, c'est phénomène divers. Or, non-existant, c'est pas un La phénomène. définition de différent, on le verra la fois prochaine. On va essayer de débattre sur un et différent. La définition de différent, c'est phénomène divers. Donc, il s'ensuit donc que non-existant est un phénomène divers. Et non, puisque non-existant n'est pas un phénomène. Pas un phénomène. Donc non-existant n'est pas différent. Voilà. Non-existant n'est pas contradictoire. Donc non-existant et existant ne sont pas contradictoires. D'accord. C'est ça l'histoire. Oui. J'accepte. Très bien. Donc comment est-ce qu'on solutionne le truc? Je vous laisse réfléchir là-dessus pour la prochaine fois. C'est-à-dire que non-existant n'a pas de définition. Voilà, vous pourrez y réfléchir. Très bien. Donc, est-ce que non-existant peut avoir une définition? Parce qu'une définition doit exister. C'est un existant substantiel. Non-existant, Non, sans pas avoir sujet. de définition, puisque c'est un existant substantiel, la définition. Ah, alors un objet... Un non-existant ne peut pas être défini par un existant substantiel. Exactement. Donc, Michael, tu disais quoi? Je disais que non-existant, on peut aussi le prendre comme un objet appréhender un concept. Donc, dans ce cas-là, c'est un... Mais c'est un existant. C'est un existant qui passe dans les existants. Non, c'est l'image, le concept, c'est l'image qui est existante, c'est pas la chose. Exactement, Oui, comme le concept ou l'image, exactement. Donc là, c'est très intéressant. C'est franchement très intéressant. Ça, c'est un point passionnant parce que c'est très débattu quand on étudie la logique, les syllogismes, etc. Par exemple, si on dit qu'en effet, un non-existant, c'est le concept lui-même, le concept existe. Donc comment est-ce que le non-existant pourrait ne pas exister puisque le concept existe? Si on dit par exemple le soi inhérent ou le soi autosuffisant et substantiel pour les Sotrantika, le soi autosuffisant et substantiel, c'est une simple imputation. Une simple imputation. Donc ça veut dire que c'est un concept, le concept existe, donc le soi autosuffisant et substantiel existe. Non, le concept, c'est l'image, c'est ça. Le concept existe.
mais être le soi substantiel Le concept, il n'y a pas de substantialité. et inhérent Oui. n'existe pas. Exactement. Le concept ne renvoie à rien dans la réalité. C'est une coquille vide. C'est pour ça que c'est une cognition fausse. Une cognition fausse, c'est un état d'esprit qui ne renvoie à rien dans la réalité, que ce soit conceptuel ou non conceptuel. Mais si c'est une cognition fausse, n'implique pas que ce soit un non-existant. Alors la cognition fausse elle-même est un existant, nécessairement, parce que nous sommes ignorants, enfin moi je le suis en tout cas, vous j'en sais rien, mais moi je suis ignorant, j'ai une saisie d'existence autosuffisante, j'ai une saisie de ma propre existence comme étant inhérente, donc ma saisie existe, sinon je ne serais pas dans le samsara. Donc la saisie doit exister, mais ce qu'appréhende cette saisie, ça par Il contre... n'existe pas. L'objet n'existe pas. C'est pour ça. Exactement, c'est pour ça que quand on dit l'ego existe, l'ego n'existe pas. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de l'ego? De la saisie du soi, d'un soi inhérent. Le soi inhérent n'a jamais existé. La saisie d'un soi inhérent existe. Existe, oui. La saisie égotique existe. L'ego n'a jamais existé, c'est un fantôme. Et encore un fantôme, ça existe. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Enfin, c'est l'ego, l'objet, il n'y a pas d'objet d'engagement d'une cognition fausse. La cognition fausse se trompe totalement à l'égard de son objet d'engagement. C'est même la définition d'une cognition fausse. C'est une cognition qui s'engage de manière incorrecte vis-à-vis de son objet. Ouais. Et donc, elle s'engage de manière incorrecte. Ça veut dire qu'on pense qu'il y a un truc qui n'a jamais été là. Donc, la pensée elle-même existe, mais ce à quoi pense la pensée n'a jamais existé. D'où l'importance de ces cognitions fausses. L'ignorance est une cognition fausse. Ah putain. Ok, donc la corne de lapin. La corne de lapin. Et d'ailleurs, dans les débats, c'est très intéressant, parce que dans les débats, vous avez vu, dans le syllogisme, l'autre jour, on a dit, il y a la propriété du sujet, l'implication et la contre-implication. Si on dit le soi autosuffisant et substantiel n'existe pas parce qu'il n'est pas observé par une cognition valide, on a un syllogisme. C'est-à-dire que pas observé par une cognition valide serait la propriété du sujet. Mais le soi autosuffisant et substantiel n'existe pas. Comment est-ce qu'on pourrait avoir une propriété d'un sujet qui n'existe pas? Voilà, c'est ça. Et là, c'est difficile. Là, c'est difficile. Donc, c'est pour ça que chez les épistémologues Gelugpa, ils parlent de Chöchen Bai Shikpa, le simple sujet d'un syllogisme, qui n'est pas un vrai sujet. Oui, c'est sinon qu'on conflit de quoi on parle. Exactement, tout à fait. Il y a Tengi Chöchen, un sujet basal, un sujet qui a une base dans la réalité. Et il y a Chöchen Bai Shikpa, un simple sujet d'un syllogisme, qui, en effet, quand on débat, quand on dit le soi autosuffisant et substantiel n'existe pas parce qu'il n'est pas observé par une condition valide, eh bien, la propriété du sujet, soit autosuffisant et substantiel. Sauf que là, c'est juste un simple sujet d'un syllogisme. C'est pas un truc qui existerait dans la réalité. Ouais. Et le syllogisme fonctionne quand même. On peut prouver qu'il n'y a pas du tout de soi autosuffisant et substantiel. C'est passionnant. C'est passionnant. Bien, moi, j'adore. Très bien. Mais par exemple, quand on dit la définition de chose donc, qui est capable d'opérer une fonction, même il y a beaucoup de non-existants qui pourraient opérer une fonction. Ah bon? C'est appréhendé par une perception fausse, par exemple. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant. Par exemple, une corne de lapin. Si par on exemple, observe une corne de lapin, ça nous fait fuir. Ouais. Donc ça a pu opérer une fonction. Exactement. Si par exemple, on voit une corde dans la pénombre et on prend ça pour un serpent. Le serpent n'a jamais existé en lieu et place de la corde. Et pourtant, on a un moment de recul. Donc, qu'est-ce qui engendre cela? Est-ce que c'est le non-existant ou est-ce que c'est la saisie d'un non-existant? Conception fausse qui engendre ça. C'est la perception qui engendre. C'est la conception fausse de la La perception. perception. Tout à fait. Exactement. Parce que là, on est obligé de dire oui, j'ai eu un moment de recul, j'ai eu peur. Il y a un micro qui fait un écho. Ou je renais dans le samsara parce que je saisis ma propre personne comme existant d'une manière totalement distordue, etc. Alors à ce moment-là, on réfute la définition de chose, capable d'opérer une fonction en tant que fonctionnant pour chose uniquement. Mais la conscience qui est une cognition fausse, c'est pas une chose? C'est pas un phénomène impermanent? Voilà. La chose, c'est la cognition fausse. Ouais. La cognition fausse est une chose, c'est une conscience. Voilà. Ce qu'elle conçoit, par contre, ça n'existe pas. Donc ça ne peut pas être une chose. C'est une non-chose, ce que saisit cette ignorance. Ouais. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Génial. On a encore un peu de temps? Ok. Non, pas pour ça. Pas pour ça. On va changer de sujet. Donc le défenseur dit ok. Maintenant,
Je parie, c'est un autre débat avec d'autres débattants. Je parie que tu ne connais pas la différence entre permanent et définition. Et là, c'est oh purée. Ok. Qui dit quoi? Je parie que tu ne connais pas la différence. Donc, normalement, on doit tout de suite dire la raison n'est pas établie, sinon il n'y a pas de débat. Donc la raison n'est pas établie. Donc il s'ensuit que tu connais la différence entre permanent et définition. J'accepte. Combien? J'accepte. 3 pour qui? Pour Benjamin. J'accepte. Non, on ne peut pas dire j'accepte. Parce que si vous pouvez dire j'accepte, il n'y a plus de débat. Donc, combien de possibilités entre permanent et définition? 3 possibilités. On a 3 pour Patrick. 4 pour Michael. 3, je cherche. Alors, 3 et demi. 3 et demi. 3,25. Entre permanent et définition. Sion. Non, c'est mutuellement exclusif, c'est contradictoire. Ah, c'est contradictoire. Donc, Parce on va essayer de prendre la thèse. C'est On va essayer de prendre la thèse de Dominique. substantielle. On va essayer de voir, justement, grâce au débat, on va pouvoir te demander de te justifier. Donc, grâce à la formule du débat, on va essayer de voir ça. Donc, tu as dit quoi? Tu as dit mutuellement exclusif, donc contradictoire. Donc, il s'ensuit que permanent et définition sont contradictoires. J'accepte. Je débat contre moi-même. Et là, ouais. Il s'ensuit qu'ils sont contradictoires parce que existant substantiel et existant imputé sont contradictoires. Et permanent, c'est un existant imputé. Ah, intéressant. Permanent. Intéressant. Ok. Tous ils sont imputés. Alors cette question-là de Dominique, cette remarque est très, très importante. Très importante. Parce que, justement, c'est l'un des points fondamentaux de ces débats. C'est que, on va prendre autre chose. On va prendre autre chose pour illustrer tout ça. Si on vous demande, donc la définition, on a dit tout à l'heure de différence, c'était quoi? La définition de différence, c'est Phénomène divers. Phénomène divers. Et la définition de 1, c'est Phénomène non divers. non divers, oui, c'est ça. Phénomène non divers. Donc, ce livre, est-ce qu'il est 1 ou différent? Il est 1. Est-ce que c'est un phénomène non divers? Ouais. Ces deux livres sont 1 ou sont différents? Ils sont différents. Différents, parce que ce sont des phénomènes divers. Très bien. Donc, on serait tenté de dire, OK, 1 et 1, vous êtes d'accord? 1 et 1 avec 1, ou 1 et 1, ouais. Différent, est-ce que différent est différent ou est-ce que différent est 1? Différent et 1 avec différent. Bien, avec Ben oui. différent. Exactement, donc différent est 1. Avec différents. Si vous prenez différent tout seul dans tout l'univers, vous isolez conceptuellement différent, est-ce que différent est tout seul ou pas? Différent et tout seul. Oui, il est tout seul. Différent est tout seul, il est indifférent. On est d'accord? Oui. Donc, si on joue sur ce type de sophisme, on pourrait dire à ce moment-là, il s'ensuit que 2 et 1. Parce que 2 est tout seul. Oui, tout à fait. 5 et 1, etc. Donc là, c'est du Vandame après. Donc, on est obligé de dire non. Différent et 1, on est d'accord. Mais ce qui est différent est nécessairement pas 1. Et voilà. Oui. Oui. Ce qui est différent n'est nécessairement pas 1. Si c'est différent, c'est nécessairement pas 1. Différent est 1. Mais ce qui est différent est nécessairement pas 1. Exactement, 1 et différent sont contradictoires, parce que justement, on compare ce qui est différent avec ce qui est 1, et non pas simplement différent et 1. Parce que là, on joue sur les mots, et là, ça amène des mathématiques un peu difficiles. Et là, c'est la même chose. Est-ce qu'on prend permanent avec définition, ou ce qui est permanent avec ce qui est définition? Permanent. C'est exactement le même problème. Oui, d'accord. Ceci étant, la bien entre permanent et définition, pas entre ce qui Exactement. est permanent et définition. Tout à fait. Exactement. Et c'est pour ça qu'on peut jouer sur les mots. C'est pour ça qu'il est possible parfois de faire croire à quelqu'un que 2 égale à 1. Ou que permanent et définition seraient contradictoires. Donc, si maintenant on a plus clairement à l'esprit ce qu'on entend, ici, parce que c'est le même cas avec existence, et ça je voulais vous en parler aussi, mais peut-être la prochaine fois, je ne sais pas. Est-ce que vous avez du temps ou pas? Vous avez un peu de temps?
Non? Ok. Donc on verra ça la prochaine fois. On verra ça la prochaine Si vous fois. voyez ça la semaine prochaine, je ne suis pas là vendredi prochain. donc, Vendredi prochain, ok. D'accord. Toi non plus, ok. Oui. Ah, vous êtes en vacances, ouais. Ouais. Ok. Tu seras là? Ok. Ouais, ok. Et sur Internet, vous serez là? Ouais, on sera là. Oui, parfait. Ah, sur Internet, ok. ouais, je suis en retraite. Ah, ok, d'accord. Très bien. Bon, on essaiera de le faire et puis tu pourras. Sinon, ouais, non, Sinon, tu pourras regarder La rediff. Ouais, la rediff. merci. Mais on essaiera de voir justement pourquoi est-ce que existant est permanent. On essaiera de voir ça. Mais si c'est un existant, c'est pas nécessairement permanent. On essaiera de voir ça la prochaine fois. Donc ici, permanent et définition comme une possibilité, contradictoire toujours ou pas? 2. Deux. Ça Deux, existe. c'est quoi? Ça veut dire quoi, deux? Qu'est-ce qu'on Ça entend vient par deux? d'arriver. Est-ce que c'est exclusif, équivalent? Ça, c'est chiant. Contradictoire, équivalent, 3 ou 4? Ah non. Donc c'est pour ça que lui dit oh purée. Ouais. Ouais, c'est ça, au purée, ouais. Permanent et Très bien, donc on essaiera de voir ça la prochaine fois si vous voulez. Si vous avez pas de temps, Permanent. on essaiera de voir la prochaine fois. On essaiera de retourner sur ces questions-là. En tout cas, bravo, parce que c'est pas facile, ça va assez vite quand même, mais vous suivez très très bien et c'est vraiment C'est ça, génial. parce que permanent, ouais, permanent et définition est un définiendum également. c'est Et voilà, ouais, c'est permanent, c'est une caractéristique. permanent, c'est aussi un définiendum. C'est un définiendum, c'est la définition. Définition, c'est aussi un définiendum, puisque c'est la définition. Il y a la définition. Oh là là, putain. Et il a raison, oh purée. Exactement. C'est tout à fait résumé. Donc en effet, on a permanent, c'est un définiendum. Définition est un définiendum. Est-ce qu'il y a des définitions qui sont nécessairement... Toutes les définitions sont-elles nécessairement permanentes? C'est ça la clé du problème. Très bien. Et est-ce que tout ce qui est permanent est nécessairement une définition? C'est ça qu'il faut. C'est ça, oui. Ok. Alors, est-ce que c'est 3 ou 4? Voilà, Voilà, exactement. On verra ça la fois prochaine si ça vous intéresse toujours. En tout cas, merci beaucoup parce que c'est très utile pour comprendre la suite, les lamrim et tout ça. Il faut toujours l'appliquer au lamrim, c'est très important. Merci beaucoup et à la fois prochaine. Merci à toi. Merci. 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 Ciao. Merci.